Bonjour à tous. Je suis très heureuse de présenter cette rencontre avec Ismaël Geoffroy Chandoutis, dont j'ai découvert le film Swatid à Clermont et qui m'a beaucoup marqué. J'ai dû le voir plusieurs fois pour en saisir toutes les nuances. Et du coup, j'avais très envie de cette rencontre pour pouvoir converser avec lui. Donc, je vais présenter un petit peu Ismaël, son parcours. Et ensuite, on essayera d'avoir 3 temps. Un temps sur Swatid, justement, un temps sur Malbec, et enfin un 3e temps sur ses projets futurs, notamment son long métrage Deepfake, et d'autres projets dont il va nous parler. Donc Ismaël a amené des images aussi à nous montrer, donc on va essayer de bien gérer le temps. Donc Ismaël Geoffroy Chandoutis est diplômé de l'INSAS en Belgique en montage, donc ça c'est intéressant. Ensuite, il a fait l'école supérieure d'art Saint-Lucas, toujours en Belgique, en réalisation cette fois-ci. Et enfin, il a fait le Frénois en France. Donc je pense qu'on reviendra un petit peu sur cet aspect de formation que je trouve intéressant. Ces films ont été sélectionnés et primés dans de nombreux festivals internationaux. En 2017, Onde Noire, qui évoque les troubles des personnes intolérantes aux radiations électromagnétiques, reçoit le prix Festival Connexion Auvergne-Rhône-Alpes à Clermont-Ferrand, le Grand Prix et le Prix de la Jeunesse au Festival de Regensburg, ainsi que le prix du meilleur documentaire au Festival de Chypre. En 2018, il est récompensé par le prix Révélation Art Numérique. En 2019, son film Swatid reçoit plusieurs prix prestigieux, donc prix SCAM Émergence, prix spécial du jury Labo à Clermont-Ferrand, prix du meilleur documentaire à Indie Lisboa, Grand Prix Vidéoforme, et sans doute d'autres que je ne citerai pas. Et son film Malbec, donc 1920, est sélectionné à la Semaine de la Critique à Cannes. Ses œuvres sont également exposées dans différents endroits, type galeries et lieux d'exposition. Donc Ismaël développe une pratique artistique hybride, on peut dire ça, aux limites du documentaire, de la fiction, de l'animation, de l'expérimental. Donc on en parlera, et notamment de ces liens documentaires, puisque chaque fois tu pars du réel et d'une pratique documentaire et l'apport de l'animation. Donc Ismaël, on va peut-être commencer par cet aspect formation. Tu as commencé par le montage, donc, qui est un choix fort, notamment dans ta pratique actuelle, pour ensuite passer par la réalisation et le passage au Frénois, donc qui est très symbolique de recherche hybride, justement, très contemporaine. Oui, c'est ça, parce que donc, j'avais entendu parler d'une école de cinéma en Belgique, et comme je venais de finir la fac à Lyon, en juin, c'était un peu trop tard pour la FEMIS et Louis Lumière. Donc le premier que je pouvais faire, c'était l'INSAS. Et je ne savais pas vraiment si j'avais le niveau, donc je suis juste passé à Bruxelles. J'ai vu des gens avec une caméra dans la rue. J'ai dit, est-ce que t'es à l'INSAS? Il y avait une fille qui me dit oui. Je dis, est-ce que c'est cool? Elle me dit, ah, c'est super. Ah, je dis, je vais tenter l'an prochain. Elle me dit, en septembre. Je dis, non, il faut que je me prépare. Elle dit, pourquoi tu le tentes pas en septembre? Bon, j'ai dit, si tu dis que c'est bon, j'y vais, quoi. Donc je pars pour faire le concours en réalisation. Et là, c'est vrai que quand je suis allé dans l'école et que j'ai vu tous les gens qui passaient le concours de réalisation, j'ai un peu discuté dans les couloirs. Et j'ai senti que c'était visiblement qu'on n'allait pas chercher le même type de fabrication de film. Sur le mot, on n'avait pas les mêmes visions, quoi. Et je commençais vraiment à stresser, à me dire, mais c'est vraiment bizarre, soit je suis pas à ma place, soit c'est qu'il y a autre chose. Et donc au dernier moment, j'ai switché en montage. Je me suis dit, en montage, on peut faire quand même des films. J'avais vu des films qui me plaisaient, notamment d'un réalisateur belge qui s'appelle Olivier Smulders, qui travaille beaucoup au montage. Je me suis dit, bon, il y a peut-être moyen que je me fasse pas avoir par la réalisation, où je sens que ça va être vraiment une catastrophe. Et en même temps, je peux tenter le montage, qui me paraît toujours un endroit où on peut apprendre des choses, mais où peut-être, c'est pas sûr, on fait une spéculation comme ça, peut-être on pourra, à un moment donné, exprimer ce qu'on a envie, en plus de collaborer avec des gens, quoi. Du coup je l'ai vu, donc ça c'était bien. Et puis donc un enseignement qui est intéressant, un peu, on dit que c'est un peu la FEMIS belge, bon, c'est pas les mêmes budgets quand même,
L'école est quand même plus ouverte aux documentaires. Il y a des avantages, des inconvénients. Mais ce que je dois dire, c'est que même si j'ai rencontré des gens super, plein d'amis, j'ai appris un métier, je sentais un peu des limites. Dans ce qui sortait chaque année, dans tout ça. Et je sais pas, les films qui m'inspiraient, je n'en voyais pas qui sortaient, ou les discussions, encore une fois, c'était pas le même territoire, même si je sentais la recherche était là-dedans, mais le résultat, c'était différent. Et après, j'ai entendu parler de Saint Lucas, une école d'art, notamment parce qu'il y avait des enseignants qui ont un collectif qui s'appelle August Hortz, en Belgique, qui est un collectif expérimental où on a des gens comme, j'ai perdu le nom, Herman Hasselberg ou bien Anouk de Clercq, pour ceux qui connaissent un peu la scène expérimentale. Voilà, c'est une recherche qui peut être à la fois narrative ou bien simplement plastique, et je me sentais dans ce territoire-là, un peu comme l'école de Vienne. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose qui résonnait avec moi. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer. Tu critiques beaucoup au montage, tu es là un peu pour réparer les pots cassés. Tu critiques, mais essaye et puis tu verras si c'est si facile. C'est un peu comme ça que je suis arrivé. Du coup, que tu as fait réalisation, voilà. Et la pratique du montage, je ne savais pas, mais tu continues à pratiquer le montage pour d'autres. C'est vraiment un métier que tu explores. J'adore sortir de ma tête. On se pose beaucoup trop de questions en permanence. Quand on crée, de temps en temps, ça fait du bien de voir les gens dans sa propre position et de dire ça va aller. Donc, moi, je trouve que c'est bien, ça enrichit, ça amène un renouvellement. Mais c'est vrai que je préfère travailler sur des montages de films d'artistes plutôt que des films mainstream. Voilà, parce que ça demande vraiment de se remettre en question de manière assez forte, alors que sur un cinéma narratif, ça se joue dans des endroits intéressants, comme vraiment le jeu d'acteur, comment on peut l'optimiser au maximum. Mais y a pas, je peux pas arriver et remettre en question un système entier, alors que sur les films d'artistes, parfois c'est très ouvert. Et donc sans dire du tout que je suis dans une co-création, surtout pas. Mais il y a un espace, je trouve que la discussion ouvre un espace plus élastique, qui prend plus de risques. Et donc c'est ça qui me plaît. Ouais. Alors on arrive doucement au film qui t'a fait connaître, Soit-il. Donc tu l'as fait au Frénois, on est d'accord. Voilà. Donc Soit-il, est-ce que tout le monde l'a vu ou certains ne le connaissent pas? Oui. Donc on en verra quelques images, ouais. On ne va pas pouvoir le voir en entier, mais il passe ce soir, donc voyez-le. Donc c'est un film fait sans caméra, qui questionne les technologies, fait à partir de vidéos YouTube et d'images vectorielles issues d'un jeu vidéo, tu m'arrêtes si je me trompe, et donc qui parle de, moi ce que je ne connaissais pas, le swatting, donc un phénomène de cyberharcèlement qui touche donc les joueurs. Donc comment en es-tu venu à traiter ce thème et comment l'as-tu abordé? Est-ce que tu veux montrer quelques images? Oui, je vais montrer d'abord quelques images, comme ça. Parce que ce sera plus parlant pour ceux qui ne l'ont pas vu, parce que c'est quand même un film assez incroyable. Awful right now. Look at this. She said they're streaming it, is what she was telling Jack. It was a joke. But no, and they're watching us. So freaking everybody's watching us. They're talking about it. That's what she was telling Jack. She said it's a joke, they're streaming y'all and watching y'all. Where the fuck did it come from?
Voilà, 3 extraits pour montrer un peu le mélange des régimes d'images dans le film. Donc qui mélange donc ces images qui sont quelque part entre Internet et le réel. Et donc ma première idée, elle est venue c'était en 2015, donc c'est bien avant que je me lance dans la production de ce film, qui a démarré fin 2017. Donc la première fois que j'ai connu le swatting, moi j'étais en pleine découverte de Twitch, donc qui paraît complètement banal aujourd'hui, mais qui n'était pas en 2014-2015. D'ailleurs la télé ricanait beaucoup de cette plateforme, et aujourd'hui tous les présentateurs télé de TF1 à je ne sais où passent tous sur Twitch tous les matins. Donc c'est bien, les choses évoluent. Et donc moi ce qui m'intéressait, c'était de voir des gens qui commentaient leur partie, soit pour nous faire une analyse des mécaniques de jeu, soit nous expliquer des techniques pour être le plus compétent possible dans des compétitions, ou bien simplement de passer du temps avec des gens en ligne comme on le fait sur un réseau social, mais là ça se passait à travers une activité qui est celle d'un jeu. Et sauf qu'il y en a une fois où je vois quelqu'un qui joue à des jeux de SWAT, comme la fille qu'on vient de voir, et puis d'un coup débarquent dans la petite fenêtre des policiers, et donc moi qui voyais l'action du jeu, et je vois ensuite les policiers, j'ai l'impression que les policiers du monde virtuel étaient en train d'envahir le réel. Et donc je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe, un côté vertigineux de tout ça. Et on n'arrive plus à distinguer, est-ce que c'est une blague, est-ce que c'est vrai. Et bon, après j'ai compris évidemment, mais ce que j'avais retenu, c'est ce flottement, quoi, ce vertige qu'il y avait entre les mondes, la manière dont l'image du jeu se télescopait dans le réel. C'est vraiment une sensation que je trouvais étrange, peut-être inquiétante, enfin voilà, vraiment quelque chose d'assez sensitif. Et donc plus tard, je suis revenu. Enfin, c'est un sujet, voilà, j'ai pris mon carnet de notes et puis j'ai dit tiens, idée intéressante pour un film, et puis j'ai refermé. Mais c'est vraiment donc la deuxième année au Frénois, donc une résidence à Tourcoing, résidence d'art où on croise plusieurs disciplines. Il y a autant des gens qui viennent des arts visuels que des architectes ou des circassiens, enfin vraiment toutes sortes de personnes qui se croisent le temps de 2 ans dans le Nord. Et la deuxième année, une des contraintes, c'est qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, c'est soit on fait une installation ou une performance qui est en lien avec la technologie, ou bien si on fait un film, la règle c'est de pas utiliser, de pas tourner en prise de vue réelle, c'est-à-dire de faire des images qu'on génère, ou bien donc sans caméra, quoi. Et donc ça rebute beaucoup de gens. Il y en a qui essayent de contourner les contraintes. Au final, ils arrivent toujours à faire accepter quelques prises de vue réelles. Moi, je trouvais ça que c'était plutôt... J'ai pris ça vraiment comme un jeu. Ça, je me suis dit, bon, j'ai fait du montage, travailler avec des images existantes, c'est ce que je fais tous les jours. Donc c'était plutôt quelque chose qui m'excitait bien de rentrer dans ce jeu-là. Et donc j'ai repensé à ce projet, dans lequel en fait les moments de swatting qu'on voit, c'est des choses que vous pouvez trouver sur internet, qui ont d'ailleurs un énorme succès. Et donc je suis parti de cette matière réelle, et je me suis dit tiens, qu'est-ce qu'on peut en faire. Et j'ai eu très vite l'intuition qu'on pouvait utiliser les images du jeu vidéo pour raconter les choses, que c'était la meilleure manière de raconter cette histoire, c'était d'utiliser les mêmes images que celles qui étaient pratiquées par les joueurs, et de ne pas imposer un autre régime d'image à une pratique qui ne peut pas se comprendre sans cette articulation-là, qui est une image qui est flottante, enfin qui est pas virtuelle, qui est pas réelle, qui est une réalité virtuelle vraiment au sens strict, c'est-à-dire qui est constamment actualisée. Donc voilà, après comment on fait, parce que bon, les images du jeu c'est bien, mais comment on organise un tournage, tout ça, c'est des questions que certainement vous posez. Je me suis posé les mêmes au départ, c'est-à-dire que j'avais pas vraiment une idée de ce qu'on pouvait faire, mais très vite j'ai vu qu'il y avait un potentiel, parce que beaucoup de gens, et c'est une pratique qui existe depuis longtemps, de détourner des jeux vidéo pour faire des films. Et un des gros avantages qui me plaisait, parce que moi je viens plutôt du geste documentaire, c'est qu'en fait le jeu vidéo c'est du temps réel. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est un réel qui s'impose à nous, enfin, si on accepte que le virtuel
au moment où on est plongé dedans est un réel, ben, ça veut dire que ce que je vais faire, c'est capter des choses. C'est vraiment l'idée de capter plutôt que de tout maîtriser, de créer comme sur un logiciel 3D classique. Et donc finalement, je dois faire avec les éléments qui me sont proposés par le jeu. Alors là, bon, c'est compliqué parce que du coup, le sujet, le jeu, les choses, si je prends Assassin's Creed qui se passe au Moyen-Âge, le contexte n'est pas forcément le bon. Mais il se trouve que certains jeux résonnaient plutôt bien avec Swatid, puisque j'ai trouvé un jeu qui modélise 25 km² de Los Angeles, et Los Angeles, c'est la ville où il y a le plus de swatting au monde. Donc voilà, au bout d'un moment, quand toutes les planètes s'alignent, je me suis dit c'est celui-là. En plus, il a l'air super flexible, et il y a une communauté qui te permet de rajouter plein d'éléments, et j'étais sûr que j'allais m'entendre avec des gens comme ça, et c'est ce qui m'a permis de faire le film. Voilà, c'est moi, mais c'est aussi toute une communauté autour qui a été extrêmement enthousiaste avec mon projet et qui m'a aidé. Et je dis ça parce que le film, en fait, c'est un peu le pire d'Internet, quoi, des gens qui vous harcèlent jusqu'à vous ramener des flics chez vous. Et en même temps, Internet, sans cet outil-là, j'aurais pas pu faire le film, et j'ai eu des rencontres incroyables avec des gens que j'ai jamais vus. Je sais pas comment ils s'appellent, je sais pas leur tête, et pourtant ils m'ont aidé, et on s'est connecté grâce à Internet, quoi. Donc là, les images qu'on voyait, c'est des images du jeu vidéo que ensuite tu retraficotes. Voilà, alors je vais expliquer justement avec les développeurs avec qui j'ai bossé. Et donc les gens dont tu fait. parles, c'est des développeurs qui sont venus t'aider à certains moments. Ah, c'était deux adolescents de 17 ans qui ont commencé à 12 ans à hacker donc le jeu en question. D'accord. Et en fait, ils ont eu l'idée de faire un serveur privé, parce que donc, du coup, les jeux, il y a pas mal de jeux qui se jouent en ligne, et vous avez l'éditeur qui vous dit ce que vous pouvez faire ou pas faire. Et il y a d'autres gens qui disent, non, nous on a envie de plus, on a envie de ne pas être limité à 30 sur une map pour jouer, on veut être 200. Et pour ça, il y a des gens qui se réunissent pour créer un programme, qui permet différentes fonctionnalités, et eux se sont lancés dans un truc que je peux même pas expliquer, mais du coup qui agrandit toutes les possibilités de ce jeu, et ils le font d'une manière magistrale. Et surtout, ce qu'il leur a fallu apprendre, c'est à déconstruire le jeu, c'est-à-dire que le code, il n'est pas open source, et donc ils ont fait ce qu'on appelle du reverse engineering, c'est-à-dire en partant du résultat, ils ont retrouvé comment tout avait été fait, les formats, les machins. Et moi, j'avais vu des démos de ce qu'ils faisaient, ou comment ils arrivaient à manipuler le rendu du moteur de jeu, parce que le jeu s'affiche en temps réel, et il y a tout un tas de calculs en fonction de nos déplacements. Et eux, ils étaient arrivés à bloquer des étapes de rendu. Donc je ne suis pas un pro pour expliquer la technique, mais en gros, il y a à peu près 10 ou 20 couches avant de générer l'image qu'on voit à la fin. Et moi, ça a été la même chose dans des films précédents, même mon film sur les ondes électromagnétiques. J'ai un champ d'expérimentation dans l'image pour révéler des choses du réel qui intervient sur les couches de rendu d'une image. Et donc là, moi, l'idée, c'était pas de laisser le jeu dans dans sa vision, qui est une vision réaliste, un peu neutre, j'ai envie de dire une esthétique un peu neutre, comme ça se vend partout dans le monde, il n'y a pas un parti pris qui choque à un endroit. Et donc, moi, je cherchais évidemment l'abstraction, parce que ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'être dans un univers mental. Je voulais encore plus exagérer cette réalité virtuelle, ce monde ni tout à fait dans le réel, ni tout à fait dans le virtuel. Et aussi, ce que je voulais, c'était qu'on ressente au niveau du décor qu'en fait, Internet, c'est un endroit où on est à nu, quoi. C'est-à-dire, dès l'instant qu'on fait accepter les cookies, boum, on sait tout de vous, on vous vole toutes vos datas. Enfin, vous connaissez l'histoire de l'économie de la data. On a vu ça, comment influencer les élections aux US. Ça a plutôt bien marché. Donc, vous imaginez que c'est une valeur monétaire. Et donc, cette sensation qu'on ne se rend pas compte, parce que c'est de l'ordre de l'invisible, je voulais la rendre visible en enlevant les textures et en ne laissant finalement que des structures un peu filaires, un peu vectorielles. Et donc un jour, j'ai essayé de taper sur Internet, je ne trouvais rien, mais je savais que ça existait. Donc j'ai continué jusqu'aux 80% du film sans avoir l'esthétique que je voulais. Ça fait qu'en gros, on arrive à début ou mi-mai, quand tout le monde a fini au Frénois, moi je commençais, quoi, parfait. C'est un timing, voilà. Et donc, je tapais un peu tous les jours, comme ça, frénétiquement, vectoriel, esthétique, game, comment faire, quoi. Et un jour, tout le monde me dit, il faut que tu arrêtes, il faut que tu acceptes que ça sera ça, et c'est pas grave, c'est déjà super, tout ça. J'ai dit non, pas moyen.
Et un jour, à force de taper sur Google, comme quoi ça vaut le coup des fois de brûler des cierges dans une église, et ben, a apparu une vidéo où quelqu'un faisait la démo de ça. Donc j'ai contacté ces gens-là, ils m'ont dit oh là, ce que tu nous demandes pour que toi tu arrives à comprendre sans taper du code, c'est un peu long. Ben, je dis long comment? Ils me disent bah, je sais pas, 2 mois. Ben, je dis moi c'est pour dans 10 jours. Et ils ont joué le jeu. Et j'ai eu ce programme quasiment à la fin, mais comme j'avais toutes les idées de plans, j'avais tout, ça changeait pas grand-chose. Et donc c'est un peu comme ça qu'on a collaboré à l'aveugle. Ouais, sacrée expérience de film. Et sinon, c'est donc des images que tu as piquées sur Internet, sur YouTube, de gens qui ont filmé leur, voilà, alors ça aussi c'était très long. Leur swatting. Ça aussi, ça fait partie des nombreuses fois où j'ai dû capituler parce qu'il me manquait plein de matières. En fait, j'avais des matières, mais par exemple, j'avais pas les phone calls de la police. Et il me manquait, malgré tout, il me manquait des swatings qu'on comprend, parce que juste voir quelqu'un qui... Voilà, vous verrez pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais il y a des moments où on voit plus que quelqu'un qui va ouvrir une porte et on entend du hors-champ, même si c'est intéressant aussi en soi. Et donc, il m'en manquait plein des vidéos. Et donc, je faisais abandonner plein de fois. Et à chaque fois que je voulais abandonner, j'avais mis des alertes sur Google et je trouvais une nouvelle vidéo qui apparaissait pile au moment. Et il se trouve, voilà, bon gré, mal gré, parce que c'est quand même une tragédie, mais moi, j'ai recommencé en septembre 2017. Et il y a eu un pic de faits divers autour du swatting, notamment un qui a vraiment fait date, c'est l'assassinat, enfin faut le dire, tué ou quoi, mais c'est un assassinat de Andrew Finch. C'est un gars qui a ouvert sa porte un jour, parce que ça a sonné, il y avait les flics qui lui ont tiré dessus à cause d'un swatting. Et donc ça, c'était arrivé en décembre 2017, quoi, juste dans mon process. Et du coup, il y a eu énormément de retentissement médiatique, plus ça a engrainé évidemment un phénomène de mimétisme un peu comme ça qui arrive très souvent. Et donc j'ai plein de vidéos qui ont popé, j'ai eu plein de services de police d'État aux États-Unis qui ont commencé à mettre sur leur chaîne des enregistrements audio pour que les gens comprennent ce que c'est le swatting. Et finalement ma matière elle est venue avec la patience et un peu de chance, faut le dire. Et donc ça a permis que le film, j'ai pu avoir assez d'éléments pour le faire. Donc le film a eu un retentissement, on peut le dire, t'a fait connaître et a fait le tour des festivals. On va passer à Malbec pour avoir le temps de... Donc Malbec, c'est ton premier court-métrage professionnel du coup. Voilà, c'est ça. Donc Malbec est lié aux attentats du 22 mars 2016, en particulier celui de la rame de métro du même nom. Donc c'est l'histoire de Sabine, qui donc était dans le métro et... c'est l'image manquante, donc elle ne se souvient pas de ce qui lui est arrivé. Donc, je ne sais pas si tu veux nous montrer un petit trailer, quelque chose, avant qu'on rentre dans le processus de la genèse. Ouais, je vais peut-être montrer un extrait plus que le trailer, parce que comme on va déjà un peu parler du... Voilà, on n'aura pas le temps de le montrer en entier, il fait 16 minutes. Hein. Donc c'est le film que je devais faire en 2e année, mais c'est un film un peu difficile, il y avait des choses personnelles aussi dedans. Et donc j'ai choisi de le faire plus tard, quoi. J'ai mis un peu en pause. Et du coup à la place j'ai fait Swatted. Mais c'est pareil, hein, c'est des choses, c'est un peu au feeling. Et il y a des moments pour faire certaines choses, d'autres moments il faut vraiment s'écouter. Enfin, c'est vraiment important de le dire parce que pas se forcer dans les choses, que ça aboutit pas forcément en route où on veut aller. Et donc j'étais très content que même si je l'ai mis de côté, c'est pas un projet que j'ai abandonné. Et donc je l'ai repris 1 an après que j'ai fini le Frénois, mais en tout cas ce qui avait d'intéressant c'est que je l'ai pensé dans ce temps de résidence. Voilà. Et même si je fais Swatted, je pense qu'il y a des éléments de ce film-là qui m'ont influencé sur Swatted et voilà, c'est un peu les hasards qui font que la chronologie n'est pas la bonne, mais en vrai j'ai commencé Malbec largement avant Swatted. Voilà. Même s'il est sorti l'an dernier. Pas mal. Mais veuillez quitter la station immédiatement. Il a le secours qui arrive. Il a le secours.
about 7 miles away from the airport, horror struck again when a bomb exploded on a rush hour subway train near the European Union headquarters. Een explosie bij het metrostation Malweg is inmiddels bevestigd. Gevreesd door een terroristische aanval en dat is gebeurd. L'attentato dell'ISIS all'aeroporto della metropolitana che ha provocato 31 morti e 250 feriti. 'Cause we received a big blast wave. Panic which was breaking out. People were running out, shouting. Ces événements terroristes sont d'une gravité sans précédent. You see it in movie, but you cannot imagine when you see people yelling like they are going to die. Le premier souvenir que j'ai, c'est de me réveiller à l'hôpital. Je me souviens que quand je me suis réveillée, j'avais les cheveux rasés, mal aux mains, des cicatrices sur le front, et je me demandais ce que je faisais là. Les médecins m'ont dit que ma mémoire avait été touchée et que c'était dû au choc crânien, quand ma tête a cogné après l'explosion. Et que je me souviendrai probablement jamais de ce qui s'est passé. Donc là, on voit très bien effectivement l'hybridation documentaire-animation que tu fais, puisque tu travailles un fait réel très fort. Hein. Le film est très difficile, le témoignage de Sabine, mais tu trouves également une forme visuelle à la mémoire abîmée, fragmentée, qui a une force incroyable et qu'on voit au début de la séquence que tu nous as montrée. Donc toi, tu as un lien très personnel puisque tu vivais à Bruxelles et tu aurais sans doute dû être dans ce métro. Oui, c'est ça. En fait, c'est une année... comment dire les choses avec distance. Alors en fait, j'avais... c'était une période où je me questionnais un peu parce que je travaillais beaucoup en montage. En même temps, j'avais pas assez de temps pour faire de la réalisation. Je travaillais beaucoup sur des projets, on va dire, un peu fauchés, quoi. Et donc je suis arrivé à un moment où je me suis dit bon, quoi qu'il arrive financièrement, il faut que tu fasses les trucs qui te font plaisir en fait. Faut que tu penses à toi d'abord, à un moment. Et donc je m'étais lancé dans l'idée de participer à des workshops de réalisation. Et donc il y en a un que j'ai fait en Roumanie, à Bucarest, et qui était c'était quoi ? Donc, du coup c'était du 10 au 15 mars. Voilà. Et donc je suis revenu moi à Zaventem, donc à l'aéroport, le soir, le 15 mars, et puis c'était super quoi. Donc j'avais fait session intense une semaine, on avait fait un petit film en une semaine comme ça. Et le lendemain je devais attaquer le montage d'un long métrage quoi, le premier jour. Et puis j'ai envoyé un message, j'ai dit est-ce qu'on peut ce serait possible de décaler le rendez-vous de 9h30 à 11h parce que je suis un peu crevé quoi. Et donc quand on remet rétrospectivement tout ça, qu'on se réveille le lendemain avec 200 messages qui défilent, genre t'es où, t'es pas sur la ligne et tout, bon, on se dit que c'est quand même vraiment important de faire ce qui vous tient à cœur parce que voilà, ça se joue à pas grand chose. Alors après ça aurait pu être avant, après, moi je suis pas dans ce genre de délire, mais le fait que rien qu'on se déplace pas très loin de la station ou d'être dans un métro, le trauma il est pas le même que de se réveiller chez soi quoi. Donc ça c'était important. Bon, du coup j'ai pas pu prendre le métro pendant 2 semaines, impossible. Je faisais 40 minutes en vélo pour essayer d'échapper à toutes les angoisses qu'on peut avoir. Et alors il se trouve aussi que, parce que là je raconte les choses dans le désordre, mais c'est peut-être bien par rapport à ce film qui est sur l'amnésie et le bordel dans la tête. C'est que en fait moi avant, pendant 2 ans j'habitais à Molenbeek. Donc je crois que vous connaissez du coup.
si vous suivez un peu l'actualité, il paraît que c'est là où il y a des djihadistes les plus fous. Et donc à chaque fois que j'allais à Paris pour travailler, je me faisais arrêter, dès qu'il y a eu les attentats, même avant, avec l'autre fou là dans le Thalys, là, je me faisais tout le temps arrêter, fouiller, tout ça, parce que sur ma carte de résidence, il est marqué Molenbeek. Et alors que c'est vraiment un endroit moi, que j'ai adoré, je crois que je me suis jamais autant entendu dans un quartier que là, et je fais pas de la propagande. On va part que les détails, mais pain au chocolat n'avait qu'une seule barre. Ouais, chocolatine, il faut dire. Alors, on vous demandait si c'est un pain au chocolat ou du chocolat au pain, c'est le genre de débat qu'on avait. Mais pour le reste, c'était très cool. Et donc là où je voulais en venir, c'est que j'avais eu l'idée de faire, d'arrêter ma caméra à des endroits de Molenbeek, des spots que j'avais repérés via des cartes postales anciennes. Et donc début février, j'ai commencé à passer à avoir vraiment très très froid dehors en attendant comme ça qu'il se passe un truc ou que quelqu'un vienne me parler. Et du coup, il se passait plein de situations un peu folles, de gens qui me parlaient sans savoir du tout ce que je faisais. Et donc j'avais vraiment ce projet-là en tête que j'adorais. D'ailleurs, on m'en a parlé après parce qu'il y a un autre Ismaël qui a fait ça avec une feuille. Je sais plus comment il s'appelle. Son film s'appelle Foyer. Ismaël. Ouais. Bref, il mettait une feuille dans des endroits et les gens lui disaient pourquoi tu mets une feuille, qu'est-ce que tu filmes et tout ça. Et une fois qu'il dit comme ça, les gens enclenchaient des discussions improbables. Et quelque part, je crois que ma démarche, sans trop le savoir, c'était un peu dans ce genre-là. Et puis, après, il y a eu les attentats, quoi. Donc ça balaye tout, en fait. Ça balaye vos idées, tout est remis en question. Mais j'ai eu quand même l'idée, parce qu'il y avait un truc choquant, c'est qu'en bas de chez moi, j'avais eu genre des camions de régie publicitaire pendant 10 jours. Pile à la bourse, là, vous voyez, la bourse à Bruxelles, c'est comme un amphithéâtre. Donc c'était vraiment... c'est vraiment la société du spectacle, quoi. Tout était là, un peu même scénographié, quoi, étrangement. Ça se fait sans qu'on réfléchisse, c'est une scénographie comme ça. Et donc je me suis dit, je vais les filmer parce que je crois qu'il faut qu'on se rappelle de ce que c'était. Donc j'ai eu 4-5 jours où j'ai filmé tous les jours ce qui se passait dans cet endroit-là, que j'ai regardé évidemment quand je suis revenu sur le projet, mais je trouvais que c'était pas le bon point d'entrée. Moi, ce qui m'intéressait, c'est d'aller... ce que je voulais, en faisant ça, c'est voir un peu l'envers du décor d'une fabrication, d'une fiction médiatique, parce que on peut que se dire ça, et surtout à quel point on a eu des critiques, on a eu des articles, on a tout eu sur le phénomène de ce que c'est de ne pas faire le jeu des terroristes en exagérant la terreur, etc. Et en fait, on continue de faire les mêmes choses. Alors peut-être la Belgique était moins préparée médiatiquement que nous, on l'avait été avec... toute la suite depuis 2012 parce que ça a été exponentiel. Donc quelque part la Belgique n'avait même pas la structure médiatique suffisamment solide, ce qui fait que les médias du monde entier ont mieux renseigné sur ce qui se passait en Belgique à ce moment-là que la RTBF ou quoi que ce soit à ce moment-là. Donc c'était assez étrange comme ça de voir plus les camions du monde entier venir que les unités médiatiques belges. Mais pour en revenir à ce que je disais, c'est que le phénomène était toujours là, c'est-à-dire un espèce de truc où on répète la chose en boucle, un peu comme un gif, et à force, ça agit en fait. Qu'on soit renseigné, éduqué ou quoi que ce soit, moi en tout cas je l'ai ressenti, d'autres gens l'ont eu à leur degré, cette espèce de tétanie. Et moi la manière un peu de sortir de cette boucle-là, c'était justement d'aller rencontrer par moi-même, casser le prisme médiatique, et aller rencontrer... les gens pour comprendre comment on construit une information qui est finalement très éloignée du réel. Et donc ça m'a amené à rencontrer, sans l'idée de faire un film, je précise, ça m'a amené à rencontrer autant des gens comme David Crunel, qui est la première personne qui a tweeté à l'aéroport qu'il y avait eu des explosions. Donc lui derrière, il s'est pris 10 000 messages lui demandant « donne-moi la photo, s'il te plaît ». Enfin, s'il te plaît, c'est gentil déjà. Et au fait, comment tu vas ? Non, ça on oublie. Voilà, ce genre de choses. Il faut le savoir, ça existe. Et ensuite, j'ai rencontré aussi des pompiers et à un moment donné, j'ai été en contact avec une association plus tard de survivants, on va dire, j'aime pas trop le mot victime. Et donc, dans les gens, pas trop de monde m'ont répondu, mais par contre, Sabine, elle, m'a répondu, m'a dit, il n'y a pas de souci pour te rencontrer, on peut boire un thé, mais par contre, je te le dis, moi, je me souviens de rien, mais si tu veux, on peut se rencontrer, quoi. Donc, je lui ai dit, écoute, ok. Et là, on a passé une après-midi à parler de rien, quoi.
Et du coup, ton film trouve sa forme donc, entre quête personnelle de Sabine et cette espèce de déconstruction médiatique de l'information. Moi, je suis obsédé par la circulation des images sur les réseaux sociaux, sur comment une image amateur elle circule, parce qu'aujourd'hui, le média, c'est nous. Et c'est voilà, comment tout ça participe d'une économie de l'attention, comment finalement, c'est très personnel, mais qu'on le veuille ou non, n'importe quelle chose qu'on va porter sur un réseau, c'est exploité, en fait. Donc c'est compliqué, du coup, parce qu'il y a ce prisme-là. Comment on en sort, voilà. Donc avant de pouvoir prendre position, il faut déconstruire un minimum. Et donc sur le terrorisme, c'est compliqué de lutter contre, alors qu'en fait, on en véhicule plein, ça circule sans qu'on puisse les maîtriser, si ce n'est de faire de la censure. Et surtout, ce qui m'intéressait à un moment, c'était le geste. C'est un truc vraiment, je me suis posé, je ne sais pas si vous vous êtes posé la question, mais quand il y a une explosion dans un aéroport, il y a 2 bombes qui explosent, comment on peut avoir l'idée, alors qu'il y a des gens qui ont vraiment des scènes de chaos, je ne vais pas décrire, mais ce que j'ai dû voir pour le film, faut faire des pauses, c'est comment on peut avoir l'idée à ce moment-là de sortir un téléphone portable et de filmer. C'est vraiment une question, et c'est pas du tout un jugement en fait, c'est vraiment une question où je me suis imaginé des tas de fois, est-ce que toi tu devrais le faire, parce que c'est le plus important, c'est d'informer le monde, ou c'est de sauver ta peau, ou c'est de sauver des gens à côté, c'est une question ultra deep, et en discutant avec les gens, et notamment David, ce que j'ai compris, alors c'est peut-être une réponse métaphorique, intellectuelle ou quoi, mais c'est juste que, en fait, le téléphone, si on déconstruit le mot écran, en fait, écran, c'est comme une crème solaire, en fait, ça vous protège. C'est comme si on se mettait à l'extérieur de ce qui se passe. Et j'ai l'impression, sans dire que c'est un cas universel, que le geste de filmer, quelque part, c'est pour se protéger. Voilà. Et c'est un peu ce que ça m'a appris en réfléchissant sur le processus. Donc je trouve que c'est quelque chose d'assez fou, mais qui en soi a une hypothèse peut-être logique. Et donc voilà, moi j'avais tout ça. Après, quand j'ai eu le témoignage de Sabine, je me suis pris vraiment, même si elle a une manière très détachée de le dire, parce qu'elle n'a pas de souvenir, donc le trauma, il est pas au même endroit en fait. C'est quand même des choses assez dures. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu peux mettre comme image à part du noir, quoi. J'ai vraiment l'idée, je me suis dit, mais il n'y a même plus de film, quoi. Je vais dire à ma résidence, je vais faire un film où il n'y a rien. D'accord, elle est où la technologie ? Il n'y en a pas, en fait. On oublie tout. C'est pour ça que c'était compliqué. Et en plus, j'ai vu à ce moment-là un film d'Iñárritu sur le 11 septembre, où du coup, il a filmé du noir. Enfin, c'est vraiment du noir, son film, pendant 11 minutes. Et je me suis dit, voilà, en fait, il l'a fait. Il a eu la bonne idée. Faut que je m'arrête. Donc je me suis arrêté. Je me suis arrêté parce que je me suis dit, là, je suis perdu, j'ai pas d'idée, c'est violent, en plus, comme sujet. Il faut faire une pause. Et donc c'est bien parce que j'ai pris Swat It, qui est un film encore plus violent, dans un sens. C'est bien. Et en fait, je suis revenu après. Bon, j'ai recontacté Sabine et j'ai eu l'idée de faire quelque chose en me disant, tiens, il y a peut-être une porosité avec l'animation, dans le sens où finalement l'animation elle est là pour réanimer le souvenir. Vraiment un moment, je crois que c'était un moment du hasard, je n'étais même pas en train de réfléchir à un projet ou quoi, c'est une idée qui vous traverse, d'un coup c'est vrai, réanimation, amnésie, il y a peut-être quelque chose à faire. Et là, bim, je me rappelle évidemment Valsa avec Bachir aussi, ça y est, voilà, tu vois, il y avait même, j'étais pas sûr que le film en fait c'était sur l'amnésie, mais je me souviens que c'était en lien avec le souvenir, et je regarde le film, et bam, c'est sur l'amnésie, et il choisit ce régime d'image là pour raconter son histoire. Donc là, je me suis dit, il y a peut-être une piste à explorer, et c'est le moment de réessayer des choses, quoi. Voilà. Donc on voit un petit peu tout le travail esthétique que tu as fait, effectivement, et le travail sur les différents types d'images, témoignages, images d'archives, même parfois reconstitution, tu me disais, pour certaines images que tu avais du mal à avoir, comme les images de vidéosurveillance. Voilà, il y a des images très fortes. Et du coup, le film est sélectionné pour Cannes et le Covid arrive. Ouais, c'est bien parce qu'en fait, donc, du coup, j'ai envoyé ma version de Cannes très en retard. Et j'arrive le soir où j'ai terminé, je me dis parfait, je vais enfin prendre une semaine de vacances. Et c'est le lendemain où on annonce, du coup, ils annoncent que je dois rester chez moi. Bon, après, ça m'a fait rire parce que je me suis dit, t'es resté 1 mois confiné pour ton film, au final t'es déjà entraîné, quoi. C'est pas mal. C'était un peu une continuité, quoi.
Et du coup, la vie du film pendant cette année, il a quand même circulé. Il a quand même eu sa vie. Non, t'es frustré, tu voudrais le voir sur grand écran plus souvent. Bah là, faire des zooms à 2h du matin pour présenter le film, c'est une expérience. Non, mais non, en fait, la première du film, c'était absurde du coup. C'était pas en haut de la Grèce, non, il y a la Macédoine, mais à côté, il y a... Géographie, s'il vous plaît, aidez-moi. Albanie. Voilà, on y arrive. Donc Albanie, donc voilà, première, donc j'y suis pas allé évidemment. Et la deuxième, mais celle où j'ai pu le présenter, c'était en Belgique. Voilà, deuxième date, c'était en Belgique. La troisième date, il y a eu 25 FPS. Mais la vraie version, j'étais satisfait parce que du coup, je l'ai retravaillé en plus, le film, beaucoup, sur plein d'aspects. J'avais envie d'aller plus loin. Je me suis dit, voilà, dans une malchance, faut retourner la situation. Faut se dire que moins de visibilité, mais plus de temps. Peut-être que je peux aller encore plus loin que je l'imaginais. Donc c'est ce que j'ai pris, c'est ce que j'ai fait à fond. Je traîne beaucoup ma version, mais qui était une version de travail que j'avais envoyée à Cannes. Mais là, d'un coup, j'ai vu qu'il y avait un nouveau bac à sable. Tu me repousses la deadline ? Ok. Bah, je prends ces bacs à sable pour faire quelque chose, non pas de différent, mais d'encore plus fou, parce que c'est un contexte qui est celui-là. Et donc, j'ai présenté en Belgique, c'était un moment assez fou, parce que ce qu'il faut dire, c'est que l'esthétique, l'animation... Moi, je viens pas de l'animation, donc je fais toutes les erreurs de débutant. Ça veut dire, je vais tester 10 000 esthétiques, je m'épuise dans chaque version d'esthétique que j'essaye. Et je peux passer 2 mois, puis je jette tout, je recommence. Et là, c'est ce que ça a fait sur le film, mais il y a un moment, j'avais 2... Donc là, vous avez vu l'esthétique fragmentée, mais j'en avais une qui était un peu plus floue, enfin qui sera plutôt pour un projet d'installation que je veux faire. Et cette esthétique est restée très longtemps, au moins pour une scène, parce que je voyais pas comment raconter autrement qu'avec ce rendu assez flou. Et tout le monde adorait cette séquence que j'ai fini par cutter à 4h du matin la veille de Namur. Et franchement, c'est la première fois que je peux le dire. C'est bien de se faire confiance à un moment donné, de ne pas écouter trop d'avis extérieurs en permanence, et juste de ressentir ce qu'on ressent physiologiquement avec le montage, parce que le montage, c'est une coupe. Hein. C'est quand même quelque chose d'assez fort. Il y a une coupure, on peut faire du collage aussi, hein, je veux dire, ce qui est le plus fort en général, pour moi, c'est la coupure. Et là, cutter une des scènes que tout le monde vous dit qui est incroyable, et au final, là, j'ai remplacé un tout petit peu par une autre séquence, mais qui est beaucoup plus épurée, on va dire. J'ai passé juste cette séquence, je l'ai vue, j'avais plein de bazar à faire à côté et tout, puis j'ai dit là, le film il est terminé, quoi. Je l'ai ressenti, c'est incroyable. Je peux pas parler si c'est la même chose qu'une naissance, donc c'est quand même un accouchement au moins métaphorique, en tout cas j'ai ressenti qui était très fort. Et ça, c'est là où ça s'arrête en fait, parce que sinon on dit oui mais tu peux continuer indéfiniment, c'est pas vrai du tout. Pour moi, je pense vraiment que c'est à un moment, on ressent que l'essentiel est là. C'est pas l'histoire des petites bidouilles, le mix, tu me rajoutes un point 2 ou je sais pas quoi. Non, c'est pas ça, c'est vraiment ressentir que là, tout est là, tout s'aligne, et en fait on peut même presque le regarder visuellement comme si on mettait à l'épreuve la timeline à l'épreuve de Fibonacci. Il y a une espèce d'harmonie qui apparaît, et ça c'était super fort, parce que du coup le film j'ai présenté dans cette version 8 heures après, on ayant fait un peu une sieste, et le film il a eu le Grand Prix là-bas, donc je me suis dit que je me suis pas trop loupé sur la version. On va devoir accélérer et passer du coup au suivant. Donc là actuellement tu travailles donc sur un long métrage deepfake, donc sur la pratique de cette technologie populaire apparue sur internet qui permet de recréer l'apparence ou la voix de quelqu'un grâce à l'intelligence artificielle. Voilà. Donc je ne sais pas si tu veux nous montrer... Je vais en parler un peu avant, parce qu'en fait le sujet il est sur le deepfake, mais c'est absolument pas sur l'esthétique deepfake, parce que l'esthétique deepfake c'est juste de mettre un visage sur le corps de quelqu'un d'autre, ou une parole, faire dire à quelqu'un des choses qu'il n'aurait pas dit. Donc en soi c'est pas... Moi c'est pas ça, c'est plus un sujet sur l'identité à l'ère d'internet, c'est-à-dire... ça va, je pense que je parle à des gens... qui sont réceptifs à l'ère du Covid et du complotisme, où on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai du faux. C'est quelque chose,
certes, je l'avais pensé en 2019, mais c'est aujourd'hui, c'est encore plus là que jamais. Et donc, moi, le film est sur les gens qui se racontent depuis leur adolescence jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'aimerais faire le portrait d'un youtubeur qui, dans son ascension, est perturbé par un double de lui-même, et lui-même se questionne sur sa propre identité. Donc là encore, tu pars du réel, hein, c'est une personne qui existe. Ouais, c'est ça. Donc là, l'idée, c'est de travailler à la fois avec ce que cette personne a produit, et de réfléchir à quel moment intervient la fiction, c'est-à-dire à quel moment intervient finalement le deepfake, le faux. Comment on fait cette jonction-là, et c'est pour ça que je ne veux pas le traiter complètement en documentaire, ni totalement en fiction, parce que ça ne ferait pas de sens par rapport au sujet lui-même. Est-ce que tu veux nous montrer le type d'image sur... Ouais, alors j'ai un petit trailer, mais c'est vraiment un truc, c'est un tout petit teaser, c'est un mood board plutôt, qui n'a pas de sens scénaristique en tant que tel. Mr. Speaker, Mr. Vice President. Je parle rapidement deepfake, parce qu'on entend beaucoup parler au niveau des médias. Voilà, les prochaines élections, ça va être difficile. On va plus savoir si c'est bien une réplique de MLP ou de Macron. Enfin, des fois, on ne sait jamais trop si c'est un deepfake ou pas, tellement ils s'éloignent de leur programme, mais ça, c'est autre chose. Du coup, en fait, statistiquement, il y a très peu de politique dans le deepfake, il y a très peu de vidéos politiques. Il y a très peu de deepfake d'hommes, sauf pour faire des petites parodies de Nicolas Cage. Et il y a beaucoup trop de deepfake sur des femmes. Et à 95%, on peut dire que c'est dans la pornographie. Donc voilà, c'est intéressant de voir de quelle manière le deepfake est utilisé. Et c'est principalement une forme d'harcèlement aussi. Après, ça dépend ce qu'on appelle deepfake ou pas. Si c'est le deepfake médiatique, c'est ça. Si on inclut dedans l'usage des filtres qu'on fait aujourd'hui sur Instagram et Snapchat, déjà on ouvre un peu plus la discussion. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt, comme j'ai dit, c'est plus un film sur l'identité à l'ère d'Internet. Comment on se représente à travers une communauté. Est-ce que c'est soi? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre que soi? Est-ce que les choses elles sont ambiguës? Est-ce qu'on peut parler de tout sur Internet? Enfin, c'est un portrait de gens qui ont commencé avec YouTube en 2006 jusqu'à aujourd'hui, enfin YouTube ou plateforme de stream. Et qu'est-ce que ça a créé de ce qu'on... Enfin, c'est le nouveau film de famille en fait. Avant, on avait une Super 8, c'était papa qui filmait. Et aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui nous mettons en scène avec énormément de notre vie privée ou d'une fausse vie privée. Et voilà, comment ces choses s'articulent. Bon, moi là, c'est plutôt un suicide numérique, je ne vais rien cacher. Mais après, c'est intéressant, c'est quoi le parcours pour arriver à ce suicide numérique? Et donc, j'aimerais mettre en scène à la fois tous ces faces caméra de webcam, et en même temps, j'aimerais représenter deux régimes d'images dedans. Le premier, c'est celui de la data forensic, c'est-à-dire tous ces outils qui vous permettent de détecter qu'est-ce qui est une vraie image ou une fausse image. Parce que quand vous avez un double, il faut bien prouver à votre communauté que c'est pas vous. Et pour prouver à votre communauté, ou que votre communauté, la fanbase, vous défend, fasse les analyses, tout ça en direct, dans des streams où on est mis dessus, enfin, je sais pas encore où je vais aller, mais c'est, il faut utiliser des outils qui ont une esthétique à part, que j'aime bien et que j'aimerais bien probablement explorer. Donc j'en montre un sur un ovni, là, c'est toujours plus intéressant que les ovnis. Voilà, ça, je sais pas si on voit, non, c'est... Hop, c'est là, voilà. Bon, c'est, encore une fois, c'est de la déconstruction d'image, c'est toujours des couches. En fait, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est toutes des couches où
Enfin ça, on l'a pareil, pour les tableaux de peinture, pour voir si c'est un vrai Michel-Ange ou pas. C'est exactement le même genre d'outil. Ou je sais pas, c'est peut-être un tips pour vous si vous êtes propriétaire, quand le futur locataire vous emmène vos fiches de paye, etc., hop, un petit coup de data forensique pour voir s'il y a eu un ou deux zéros de rajouté au salaire. Enfin non, je dis ça pour plaisanter, mais c'est les mêmes outils qui sont utilisés par la police pour des enquêtes, les faux papiers, tout ça. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est le fait que ça soit nouveau, c'est dans le comment on appelle ça, c'est l'usage grand public de tout ça. Ouais, je crois que c'est Britney Spears, ça. Ouais. Voir si c'est des vraies photos ou des photos retouchées. Bon, voilà. Et après, ce qui m'intéresse aussi, c'est de représenter une idée d'Internet un peu nostalgique. Voilà, j'ai des pistes un peu vaporwave, parce que je trouve que c'est toujours intéressant, cette esthétique des années 2010, où Internet se regarde, avec cette nostalgie de l'époque consumériste. Voilà, mais encore plus avec des gens qui ont une esthétique vaporwave sans le savoir. Par exemple, Hiroshi Nagai, c'est un peintre qui du coup a fait ses peintures dans les années 80 et qui ont une curieuse résonance avec cette esthétique vaporwave. Alors peut-être qu'il faudrait que je montre aussi de la vaporwave à côté. C'est un peu compliqué à expliquer la vaporwave, mais c'est des icônes d'internet, c'est du kitsch, c'est un globi-boulga qui est à la fois une apologie et une critique du capitalisme, ça dépend des gens. Voilà, mais c'est... Ah oui, si. J'en ai deux aussi, il y a un artiste que j'aime bien, là. Heidi Rocky, là, je crois que c'est ça. Qui est vraiment dans ce que je voudrais aller. Voilà, peut-être plus parlant. C'est des gifs. Ouais, espèce de collage, comme ça. Après, Internet qui se regarde. Alors, c'est qui? Il s'appelle... Ah, est-ce que là j'ai... Heidi Roquet. C'est plutôt très bien. Alors, ça nous donne une petite idée. On va devoir conclure, parce que pas prendre de retard. Ouais. Donc, tu continues à interroger donc, dans tes prochains projets notre rapport contemporain aux images, à la technologie. Tu voulais aussi dire juste deux mots sur le fait que tu aimerais travailler la performance et la création d'images en direct. Je fais vraiment en très court. Ouais. Ouais. Donc, j'ai aussi, avec le Covid, en fait, je me suis dit, il y a mon film, il circule partout dans le monde en immatériel. Et puis, on a tous des délires avec Netflix, tout ça, on va voir les trucs dans la télé. Et en fait, dans cette réflexion-là, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, on peut re-ritualiser en fait, les projections de cinéma, et pour ça j'ai vraiment l'ambition de faire un film en performance, c'est-à-dire le performer en direct avec un début et une fin qui sont ancrés, et au milieu des variations à chaque fois. Et j'aimerais le faire avec une technologie ancienne qui est l'usage des oscilloscopes, et avec ça, donc c'est des oscilloscopes dans lesquels on peut injecter du son qui crée une image. Donc en fait on dessine le son quelque part. On sent... Et donc je vais vous montrer... À l'époque du service de la recherche de l'ORTF, voilà. Moi j'ai l'impression d'assister à ça. Ah, c'est complètement ça. Donc je vais montrer... j'ai quelqu'un qui va expliquer. C'est beaucoup mieux que moi. Donc ça c'est fait sur des oscilloscopes. Et il faut savoir que l'animation digitale et le cinéma se sont croisés au moment où on a commencé à penser l'animation par l'oscilloscope. C'est-à-dire Hitchcock, quand il a fait l'introduction de Vertigo, c'était sur un oscilloscope. Et le jeu vidéo, dans sa forme proto-jeu vidéo, a été inventé, Tennis for Two, Pong, ça a été inventé sur un oscilloscope, à la même période. Donc c'est intéressant de voir comment ça se croise en termes d'innovation. Hey you guys, I want to show you something amazing. I'm running an audio signal through an oscilloscope. We can see exactly the same wave that we're hearing at the same time on both audio channels, and use them to draw with sound.
anyone with a bunch of spare waves can actually draw mushrooms on an oscilloscope. Or butterflies. Or the Death Star. But that doesn't really sound like music. Or does it? Je coupe là, mais vous irez regarder pour ceux qui sont intéressés. Donc c'est un artiste qui s'appelle Jerobim Fenderson, donc c'est un gars qui vient plutôt de la musique et qui a créé en fait un album audiovisuel qui, pour l'écouter, vous ne prenez pas un vinyle ou allez sur Spotify, mais au contraire en fait vous prenez votre oscilloscope et vous branchez vos deux RCA et donc vous envoyez le fichier et donc le son va générer l'image en direct. Donc c'est une scène intéressante et moi j'aimerais faire des choses narratives parce que pour l'instant c'est plus de la recherche visuelle. Il y a des jeux qui commencent à se faire dans cette espèce de synesthésie et donc moi l'idée c'est de faire une histoire, petite recherche formelle, un peu dans l'inspiration entre l'Alinéa et puis Émile Coll et surtout de le performer en direct, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Merci Ismaël, donc je vais laisser la place. Venez ce soir voir Swatid en salle et guetter Malbec évidemment, qui continue à circuler en festival à Annecy prochainement. Voilà, et puis on attend les performances alors. Merci.